Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un redémarrage spectaculaire pour les marchés d'actifs risqués et notamment pour les actions européennes après une semaine de consolidation où on a vu les actions baisser de quelques pourcents, on a dû baisser d'un peu plus de 2% peut-être sur les actions européennes la semaine passée. Le redémarrage est assez violent puisqu'on gagne plus d'1,5% sur les indices actions en Europe en cette fin de séance avec un CAC 40 qui est venu tout de suite rechercher quasiment son sommet, en tout cas le niveau des 7300 points. C'est le niveau qu'il faudra suivre ce soir en clôture. Vous aurez les détails de cette séance avec Alix Nguyen dans un instant. Tendance mon ami, toutes les composantes du CAC 40 sont en hausse à ce stade. La hausse est généralisée à l'ensemble des marchés européens et à l'inverse, on notera sur les marchés obligataires un mouvement de correction qui se poursuit et on a vu de manière symbolique le rendement à 10 ans en Allemagne qui a atteint un nouveau plus haut dans ce cycle à 2,59%. Donc pour le taux allemand à 10 ans, on est assez proche des 2,60 désormais et pourquoi pas plus puisque les marchés obligataires notamment ont repricé les anticipations en matière de resserrement, de politique monétaire en Europe notamment. Les marchés anticipent désormais un taux terminal de la BCE plus élevé, à 3,9% précisément, et ce taux serait maintenu plus longtemps que prévu dans la durée, peut-être jusqu'en février 2024, nous disent certaines indications de marché à travers les marchés swap, notamment en Europe. C'est le pricing aujourd'hui qui est en place dans les marchés, alors que le cycle de réunion de Banque centrale va reprendre d'ici quelques jours. La prochaine réunion de la Banque centrale européenne aura lieu le 12 mars, le 16 mars, je crois, si ma mémoire est bonne, et la décision de la Fed la semaine suivante sera délivrée le 22 mars. Voilà donc pour l'ambiance du jour sur les marchés. Et puis comme chaque lundi, notre dernier quart d'heure, c'est notre correspondance américaine, notre quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visioconférence pour parler de deux personnalités, l'une du monde des affaires, l'autre du monde politique, Elon Musk et Nikki Haley qui se présentent à la future élection présidentielle comme candidate républicaine. À suivre donc à 17h45 avec Pierre-Yves Dugas en direct. Et donc, tendance mon ami, les infos clés de marché, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, et c'est un redémarrage tonique pour entamer la semaine sur les marchés européens et à Paris pour le CAC 40. Oui, l'indice évolue proche de ses plus hauts historiques. Il profite de la bonne tenue de l'ensemble des secteurs d'activité, dont ceux de la distribution, de la technologie et des banques. À noter cependant que la faiblesse des volumes nourrit les variations, de l'attentisme aussi avant la publication d'une poignée d'indicateurs macroéconomiques de part et d'autre de l'Atlantique. Même son de cloche à Wall Street qui entame la séance dans le vert après avoir signé sa pire semaine depuis le début de l'année. New York, où le titre du spécialiste des traitements contre le cancer Seagen bondit. D'après le Wall Street Journal, Pfizer est en discussion avec Seagen en vue d'une offre de rachat. Et puis une belle progression aussi pour Tesla alors que son site de Brandebourg en Allemagne produit 4000 voitures par semaine avec 3 semaines d'avance sur son calendrier. Du côté de la Banque centrale européenne, alors qu'une hausse de ses taux d'un demi-point de pourcentage en mars a déjà été annoncée, dans un entretien au quotidien indien Economic Times, Christine Lagarde a déclaré aujourd'hui qu'il faudra plus de hausses de taux si nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif et ce, coûte que coûte. À noter que le taux d'emprunt de l'Allemagne à 10 ans atteint un plus haut depuis juillet 2021. Et puis sur le fond des statistiques économiques qui illustrent toujours la volatilité économique qu'on peut avoir, on notera aux États-Unis la rechute des commandes de biens durables au mois de janvier. Elles ont diminué de 4,5% en janvier, soit plus que le repli de 3,6% anticipé. Un contraste net par rapport aux statistiques concernant l'emploi, l'activité du secteur privé et les ventes au détail. Dans la zone euro, l'indice de confiance du consommateur a été confirmé à moins 19 points en données finales de février. Le sentiment économique s'est contracté de 0,1 point à 99,7, là où le marché espérait une amélioration.
Et puis un événement important qui sera suivi par les investisseurs du monde entier dans quelques jours, l'ouverture du Congrès national du peuple en Chine. Et il devrait présenter ses nouveaux objectifs économiques ce week-end. En attendant, le marché espère des mesures de soutien à l'économie. Le secteur du luxe en profite. LVMH et Hermès progressent. Les bancaires BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse dans le siège du bond de Commerzbank à Francfort. Commerzbank est soutenue par son retour dans le DAX. Elle l'avait quitté en 2018. Carrefour et Casino sont en hausse. Ils bénéficient pour leur part des prévisions annuelles et donc de la progression du britannique Associated British Food. Et puis du vert aussi pour Airbus. L'avionneur indique s'attendre à ce que les compagnies aériennes en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les pays voisins acquièrent 920 appareils au cours des 20 prochaines années. Une prévision qui repose sur l'hypothèse que le trafic passager dans la région Pacifique augmentera en moyenne de 3,2% par an au cours des 2 prochaines décennies, selon des prévisions de marché publiées par Airbus. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alexandre Taïeb de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Gérant chez Sycomore Asset Management et à nos côtés également Vincent Lecartier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Vincent, je pensais qu'on allait parler de la logique de consolidation du marché, de l'esprit de la consolidation qui semblait légitime après un run d'anthologie, notamment pour les actions européennes, puisque les marchés boursiers européens sont devenus ou redevenus, je ne sais pas, des marchés leaders dans cette séquence qu'on vit depuis plusieurs mois maintenant. Ce qui est frappant, c'est de voir la difficulté avec laquelle les marchés boursiers en Europe ont à mettre en place une consolidation qui a été à peine de 2%, je crois, la semaine dernière, avant de repartir à la hausse. Oui, je pense qu'on reste sur les problématiques de début d'année, sauf qu'elles ont un tout petit peu bougé, mais ça reste une problématique de positionnement des investisseurs qui étaient beaucoup trop prudents, qui ont été surpris par la météo, par la réouverture de la Chine, qui avaient donc des allocations avec trop de cash, trop de couverture, qui ont eu des souscriptions en plus, donc ça rajoute du cash. Et même les allocations sectorielles étaient généralement dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elles correspondaient aux allocations de l'année dernière, plutôt défensives, ouais. Et on évitait les technos et les cycliques. Et on est pris à revers. Donc le premier flux très violent qu'on a eu en janvier, assez clairement, on le retrouve dans les statistiques. C'est un flux de long short qui se sont débouclés, autrement dit des hedge funds qui avaient des positions vendeuses et qui les ont rachetées parce qu'ils étaient prêts à contre-pied. Les gérants traditionnels, je pense qu'ils n'y ont pas trop cru, ils ont été débordés par la vitesse à laquelle ça s'est fait. Du coup, ils ont du cash et ils ont envie d'investir, sauf que ça va trop vite, hein, ça va trop haut. Et du coup, ils sont réticents à payer sur ces niveaux-là. Le seul problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit malin devant vous qui a encore plus d'urgence que vous pour payer. Ce qui fait que chaque baisse d'1 ou 2%, voilà, vous avez des gens qui se manifestent déjà à l'achat. C'est ce qu'on a vu en fin de semaine dernière avec la séance d'aujourd'hui. Vous baissez de 2% vendredi, vous les reprenez immédiatement le lundi. Donc je pense qu'on est toujours dans une situation de flux. Donc je pense qu'on a à peu près éclusé la problématique des hedge funds. Certains retentent même apparemment un tout petit peu de short, mais je pense qu'ils vont être pris à contre-pied. Et par contre, les gestions longues, elles ont besoin d'acheter. Et je crois que c'est même plus une question de prix d'une certaine manière. Alors voilà, c'est la question. Il faut y aller. C'est bien ce facteur-là, et vous le décrivez parfaitement bien, de positionnement, de pain trade, de course au papier qu'il faut comprendre pour analyser la dynamique des marchés et des marchés actions européens notamment aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on fait complètement fi des fondamentaux ou est-ce que les fondamentaux soutiennent également, j'allais dire, cet appétit pour le risque? Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y a la problématique d'inflation, banque centrale, niveau des taux d'intérêt. Donc le niveau des taux d'intérêt, aujourd'hui on ne sait pas exactement où il va s'arrêter, mais on sait qu'on n'est pas très loin du finish. Ce qui veut dire que même s'il faut rajouter 25 ou 50 points de base additionnels sur le niveau des taux, ça ne sera pas dramatique sur la problématique des actions. Le vrai sujet, en fait, il est de savoir si vous croyez ou pas dans un redémarrage du cycle économique derrière.
Donc en clair, si vous projetez déjà à 2024, ou fin 2023 même éventuellement, parce qu'il peut y avoir un effet d'entraînement positif en fait. Si vous regardez les sondages qui sont faits auprès des dirigeants d'entreprise, l'optimisme revient. En Allemagne, c'est très clair, il y a vraiment des signaux qui sont déjà assez forts dans ce sens, ce qui veut dire qu'on peut très bien sous-estimer aujourd'hui la croissance économique qu'on aura en fin d'année ou en début d'année prochaine, et du coup, en termes de valorisation, ça se justifierait de nouveau de payer même ces niveaux-là. Donc moi, ma conviction, c'est que l'année 2023 sera une année de transition en termes d'inflation et de croissance, mais la perspective derrière, c'est une inflation qui retrouve à peu près son rythme normal, donc des taux qui vont se normaliser, et une croissance qui va redémarrer. Donc pour les actions, vous vous trompez de 3-6 mois, c'est pas forcément très grave si vous avez un horizon d'investissement qui est suffisamment long. Donc moi, mon sentiment, c'est que les gestions traditionnelles qui sont sous-investies, aujourd'hui, si elles ont une perspective suffisamment longue, elles se forcent à y aller. Vous avez subi énormément de pertes l'année dernière, vous ne pouvez pas décemment laisser vos clients à l'écart de la hausse en cours. Donc vous vous forcez à rentrer. Oui, c'est-à-dire perdre une année où tout le monde a perdu, ça peut passer, mais ne pas profiter du rebond qui se met en place à la suite du mouvement de baisse, là, ça devient vraiment gênant. Vous risquez de perdre le client. Donc, à un moment, c'est une marche forcée. Alexandre, commentaire, là, on fait pas le bilan de l'année, même si les performances qu'on peut observer depuis le 1er janvier pourraient correspondre à des performances annuelles sur 12 mois, en tout cas en termes d'espérance de gain. Mais justement, moi j'entendais beaucoup en début d'année, là on était le plus confortable, c'est bond is back, ça y est, c'est un moment pour les investisseurs obligataires, et il y a sans doute plein de trucs à faire sur les marchés obligataires. Mais quand on compare les performances, pour l'instant, c'est une année action en termes de performance. Oui, alors tout dépend du mandat que vous avez et de la prudence de vos clients. Quand on parle de l'obligataire, il faut aussi dissocier, même si c'est lié, les obligations souveraines et le crédit. Sur le crédit, on voit quand même des compressions de spread qui restent intéressantes. On a des entreprises qui voient leurs obligations déjà depuis le début de l'année à plus 2, plus 3, plus 4, ce qui est pas mal pour une performance de crédit. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les fondamentaux justifient un retour des actions, tout simplement parce que le marché fonctionne en dynamique et il faut voir d'où on partait. C'est-à-dire que on pensait que ça allait être plus ou moins Armageddon. Au final, non seulement ça ne l'est pas, mais en plus maintenant on parle plus de soft landing mais de no landing. Donc c'est pas l'idée, c'est pas tellement de regarder, moi je regarderai pas 2024, mais plutôt 2023, et de me dire est-ce que le cycle économique s'étend en fait, est-ce que la récession est repoussée à plus tard, et ça suffit au marché aujourd'hui pour progresser, notamment en Europe parce que les valorisations sont historiquement plus attractives. Et d'ailleurs, ce que je voudrais noter là-dessus, c'est que sur beaucoup de marchés européens, même si on a repassé les plus hauts de fin 2021, le marché reste moins cher en PE. Donc il reste du potentiel. Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit sur les flux. Effectivement, c'est un peu à marche forcée, mais on rentre petit à petit. La psychologie des clients est en train de changer, c'est-à-dire qu'on vous reproche beaucoup moins de prendre la baisse du marché que de ne pas prendre le rebond. Donc on est dans une psychologie relativement optimiste. On le voit aussi sur les fondamentaux avec la Commission européenne qui a rehaussé sa prévision de croissance de 0,3 à 0,9. Donc là, c'est même plus qu'on n'a pas de récession, c'est que vraiment on continue de s'étendre. Et donc de ce point de vue-là, il est, à mon sens, plus intéressant aujourd'hui d'aller sur les actions que sur les obligations. Puisque sur les obligations, on sait que les banques centrales vont continuer de resserrer parce que l'inflation va tenir. Parce que l'économie... Ben oui, c'est la contrepartie du no-lending, quoi. Exactement. Et c'est d'un point de vue... Alors, effectivement, je comprends, mais l'argument de... on était prêt, c'était Armageddon il y a quelques mois, on se préparait à Armageddon, pardon. Cet argument, il est encore... voilà, parce que passer de Armageddon, il fallait pas croire à Armageddon, il fallait pas se laisser aveugler par la musique bearish fin septembre, notamment. Maintenant, on est dans l'histoire du no-landing, comme vous dites. Il n'y a même plus d'atterrissage. Oui, alors c'est peut-être un peu trop optimiste, effectivement, parce qu'il reste quand même pas mal de risques et il y a un gros point d'interrogation que sont les prix de l'énergie.
ça peut tout à fait repartir à la hausse sur une tension géopolitique et donc alimenter l'inflation. Et que les banques centrales se rendent compte qu'en fait, les taux pour la BCE, ils ne doivent pas être à 4, mais ils doivent être à 6, et pour la Fed, ils sont à 8. Donc, il y a ce risque-là. Et effectivement, en fait, c'est le risque principal, c'est que les banques centrales resserrent trop la vis. Mais en même temps, et on le voit encore cet après-midi, il y a eu la statistique des ventes de maisons aux États-Unis. Ouais. On attendait plus 1, on se retrouve avec plus 8 au mois le mois. Même l'immobilier américain donne des signaux plus positifs. Ça continue. Donc, mais le marché, encore une fois, préfère ça. Le marché préférera une situation qui se normalise avec une inflation qui tombe vers les 3,5, 4%, quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on avait avant, et que l'économie continue de croître, plutôt qu'on éteigne complètement l'inflation et la croissance par la même occasion. Et donc de ce point de vue-là, le marché, lui, est prêt à vivre avec 3,5, 4% d'inflation, alors que les banques centrales nous disent qu'elles ne sont pas prêtes, elles, à accepter ce genre de Alors là, pour le coup, on verra en 2024, parce que c'est une discussion sur l'objectif de la Fed qui va avoir lieu à ce moment-là. Donc on verra. Entre-temps, je ne pense pas que la Fed arrive à ramener l'inflation autour des 2% d'ici là. Valérie, je prends pas beaucoup de non, mais c'est... Bon, sur l'inflation, je crois que même les banquiers centraux, Jérôme Powell en tête, admettent qu'aujourd'hui, oui, c'est difficile d'avoir beaucoup de visibilité et un intervalle de confiance important sur ce que sera l'inflation dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Valérie, vos commentaires là, sur cette situation de marché et cette impossible consolidation des marchés actions européens, notamment, c'est à peine 2%. On se dit, tiens, ça y est. C'est le moment, le retracement, tout le monde l'attend. Ceux qui ne sont pas dedans, et même ceux qui sont dedans... Ils sont sortis c'est ça. Même ceux qui sont dedans se disaient, la consolidation arrive, je prends un peu de profit, quoi. Ouais. Et en fait, ça n'arrive pas. Non, mais je ne sais pas très bien qu'ajouter, parce que il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été mis sur la table. Moi, je ne partage pas tout à fait votre lecture du sentiment. Le sentiment est devenu plus optimiste qu'il n'était, je suis d'accord, plus optimiste, mais il n'était pas excessivement optimiste. Voilà. En fait, le niveau de couverture est très élevé et ne bouge pas, voire montouille. Mais c'est-à-dire qu'au vu des indices qui restent très hauts, ce comportement sur les marchés dérivés montre que les investisseurs se couvrent. Et un petit mot là-dessus, Valérie, on ouvre la parenthèse option couverture. C'est des couvertures qui sont en place depuis longtemps par rapport à des niveaux de marché qu'on retrouve plusieurs. Ou est-ce que ce sont des couvertures qui augmentent au fur et à mesure que le marché monte? Moi, j'ai juste la résultante. Donc, c'est les volumes qui sont échangés sur les marchés et la variation des positions ouvertes, etc. Donc, je ne sais pas ce que les gens clôturent comme position, etc. Non, ça, je ne peux vraiment pas répondre quand ça date. Ce que je vois, c'est que on a un comportement de marché haussier. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont haussiers, sauf que ça veut dire que le comportement des opérateurs est typique du comportement d'un marché haussier en Europe, pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils achètent des actions en même temps qu'ils se couvrent. C'est ce qu'on fait dans un marché haussier dans lequel on n'est pas trop optimiste. Parce que quand on est trop optimiste, on achète des actions sans se couvrir. On ne se couvre plus. Mais là, non. Donc ça peut durer. Voilà. Tout le monde me demande où est l'objectif. Mais en fait, il faut accepter un truc, c'est que les objectifs sont toujours inconnus. Vous l'avez écrit, je crois, il y a quelques jours. Forget the targets. Oui. Oubliez les cibles. Non, parce que quand on me demande la cible, j'ai donné les cibles, j'ai dit la cible que vous devez oublier. parce que ça sert à rien, en fait. Tant qu'on se concentre sur... En fait, la raison pour laquelle je ne fais pas d'analyse fondamentale, et je dis que c'est dangereux, l'analyse fondamentale, c'est que l'analyse fondamentale ne fait que proposer des cibles. Moi, je ne fais que raisonner sur le risque. C'est tout. Quand le risque est bas, on achète et on attend
qu'il y ait des signaux que la tendance s'est arrêtée. Je résume, voilà. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire sur un marché. Donc le risque était bas à la fin de l'été, tout cet automne, au début de l'hiver, etc. Il fallait acheter. Et ben maintenant, est-ce que le risque est haut parce que le consensus est trop optimiste? Non, pas encore. Donc en fait, il faut juste attendre. Mais ce qu'il faut attendre, ce n'est pas un niveau de prix. Ce qu'il faut attendre, c'est que les investisseurs changent leur opinion sur le futur des marchés. Et pour le moment, ça n'est pas encore ce qu'ils ont fait. Mais sur le marché américain, la situation est différente. Les gens continuent d'être trop optimistes sur les marchés américains et notamment sur les valeurs technologiques. Et c'est gênant comme situation ou pas? Ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il ne faut pas avoir de valeurs américaines et qu'il ne faut surtout pas avoir de Nasdaq, etc. Donc ça ne me gêne pas. Mais si vous êtes long Nasdaq, oui, c'est embêtant. Il ne faut pas en avoir. Toujours pas. Non, il faut vraiment... alors après, il y a toujours des valeurs qui font exception. Bon, c'est les exceptions qui viennent confirmer la règle. Et le pari, peut-être que je vais trop vite, mais je sais que vous voulez qu'on parle de les écarts Europe. Bien sûr, c'est le sujet, on y est. Du sujet, en on fait. Y est. En gros, depuis 2007, les États-Unis ont surperformé. Bon, il y a eu des périodes de 3 à 6 mois pendant lesquelles ça s'est interrompu, mais les États-Unis ont surperformé sur toute cette période-là. Pendant toute cette période-là, les valeurs technologiques ont surperformé. Et parmi les valeurs technologiques, on a créé ce nouvel indice. Elles ont changé de nom pendant toute la durée de la hausse, mais le dernier nom, c'est FANG+. Il y a peut-être eu d'autres trucs, j'ai coupé la dernière mode, je ne sais pas. Mais enfin, FANG+, qui inclut un certain nombre de grandes valeurs chinoises via les ADR cotés aux États-Unis. Mais ces valeurs... elles avaient des taux de valorisation stratosphériques, comme on a dans toutes les bulles. Voilà. Et en fait, pendant Covid, on a développé une bulle. On a développé exactement toutes les caractéristiques d'une bulle. Mais ce qui a été très compliqué au cours des 3 dernières années, c'est que les comportements sectoriels ont été extrêmement poussés dans tous les sens. Donc on a eu cette bulle sur les valeurs technologiques, mais on a eu un effondrement des valeurs bancaires. Souvenez-vous que le pétrole a coté sur la première échéance, pour des raisons tout à fait techniques, à des prix négatifs quand même. Donc on a eu, sur plein de compartiments de marché, des comportements extrêmement extrêmes. C'est un peu maladroit. Mais quand on regardait des indices très larges et équilibrés, c'était pas forcément si visible que ça. Mais quand on regardait les comportements de marché, les gens ont été complètement perdus. Pourquoi est-ce que les gens sont perdus à ce point-là? C'est qu'on est en train de négocier une période dans laquelle on n'a aucune visibilité, et personne n'a la moindre visibilité, c'est un changement de cycle d'inflation. Et que ce changement de cycle d'inflation, ça pose la question pour les banques centrales de savoir quelle est la cible raisonnable d'inflation à avoir. Cette question, elle est sur la table. On sait qu'ils en parlent, ils disent qu'ils n'en parlent pas, que c'est 2%. J'espère qu'ils en parlent, oui. oui. Mais heureusement qu'ils doivent en parler, bien sûr. Mais comme ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas communiquer là-dessus, bien sûr. La communication, au contraire, se porte sur on va se battre contre l'inflation. Bon, voilà. Donc, et en fait, dans ce cycle, c'est très difficile de retomber sur nos pieds. Et parce qu'on ne sait pas à quel rythme les choses vont se faire. Il y a des gens qui croient toujours que l'inflation va revenir à 2% comme nous le promettent les banques centrales, etc. etc. Alors là-dedans, moi je sais qu'il y a une chose auquel les investisseurs sont sensibles, c'est la vitesse des changements. On réagit à la vitesse des changements, on ne réagit pas au changement, ni au niveau. Et en ce moment, il se trouve que les changements favorables et les plus rapides, c'est en Europe. Voilà. Vous pouvez le prendre sous tous les angles. En fait, ce qu'il y a devant nous, on est à un niveau qui est beaucoup plus bas que le niveau de tout aux États-Unis. Mais la vitesse en Europe, elle est comme ça. Et celle aux États-Unis, elle est... Je dirais pas qu'elle est baissière, mais en tout cas, ça plafonne. Voilà, on verra. Comment on arbitre en matière d'allocation entre les actions européennes et les actions américaines? C'est difficile d'être totalement absent, j'imagine, quand même, du marché américain quand on est allocataire, notamment. Je pense qu'il faut continuer d'avoir les deux. Pour moi, c'est absolument pas un problème. Mais dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on veut avoir aux États-Unis et qu'est-ce qu'on veut avoir en Europe?
Aux États-Unis, moi, je continue de beaucoup aimer les valeurs de croissance et les valeurs techno. Parce que quand je regarde le cycle d'investissement qu'on va avoir dans la santé, dans la défense, la transition énergétique, la transition numérique, etc., tout ça, c'est des pelles et pioches. Les technos, c'est des pelles et pioches pour tous ces secteurs. Les développements en question, ils sont mondiaux. Chaque zone veut redévelopper ce type d'activité, ce qui fait que c'est pas un logiciel que vous allez vendre pour une société, vous allez en vendre 3. Donc moi, ma conviction, c'est que le fait que les grandes zones soient en train de s'éclater, ou en tout cas de se disjoindre, va forcer de toute façon chacun des pôles à recréer une espèce de dynamique propre, et que chacune de ces dynamiques propres, c'est une opportunité pour ces entreprises. C'est du pricing power qu'elles vont avoir pour imposer leurs solutions à chacune des zones. Mais ces grands groupes de technologie aux États-Unis, en tout cas ceux qu'on connaît depuis une dizaine d'années maintenant, so-called GAFAM, vous êtes convaincus qu'ils auront la capacité à être leaders sur de nouveaux marchés, sur de nouvelles thématiques, à travers leurs solutions propres à chacune d'entre elles, sur les nouveaux enjeux économiques, climatiques de demain. Je ne sais pas s'il faut être spécifiquement sur les GAFAM. Pour moi, la réponse viendra les solutions seront des solutions technologiques. D'accord. Donc je ne suis pas certain que ce soit les GAFAM qui soient les maîtres du jeu sur ce sujet. Elles ont un pouvoir d'achat qui est monstrueux, elles ont une capacité à attirer des ingénieurs qui est très forte, elles ont une capacité à faire des acquisitions, même si on peut leur bloquer certaines opérations. On peut même faire des scissions de certaines de ces entités avec en fait une capacité à recréer une dynamique que dans un grand groupe vous n'arrivez plus à faire. Doubler de taille tous les 5 ans, c'est même les compliqué. scissions qui seraient éventuellement forcées par les États, puisqu'on parle de temps en temps de ce genre de choses, d'avoir une pression de la part des gouvernements, c'est pas certain que ça soit négatif en termes de valorisation sur la somme des parties. C'est pas certain que ça soit négatif. Donc les GAFA, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Ensuite, si vous me demandez est-ce que je crois au métaverse, je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est une erreur de casting en termes de timing, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est trop tôt. De même que Internet en 2000, il a fallu en passer par une crise monstrueuse avant de redémarrer derrière. Je pense que le métavers, c'est probablement ça. Est-ce qu'on arrive à la fin de la question du cloud ? En termes de croissance, ça va encore. On a encore du 20-25% de croissance à venir. Je ne pense pas que ça soit la mort du cloud, mais oui, on arrive à un seuil. Donc effectivement, il va falloir trouver un certain nombre de relais. Est-ce que ça va être ChatGPT ou je ne sais quoi qui va être le relais des uns et des autres ? Peut-être. Mais pour moi, de toute façon, il y a énormément de choses qui restent encore très très positives de ce côté-là. Donc moi, je pense qu'il faut rester exposé là-dessus. C'est l'investissement dans la technologie. Et quand on pense que la technologie a encore beaucoup de choses devant elle, oui, c'est le marché américain sur lequel on travaille de ce point de vue-là. Voilà. S'il faut regarder la question de la valo, moi, mon impression, c'est qu'à partir du moment où on arrive à la fin, plus ou moins, du mouvement de remontée des taux d'intérêt, je pense que ça va se calmer sur l'impact négatif sur les valorisations. Et quand on regarde le Nasdaq aujourd'hui se retrouve avec 10% de hausse, alors que les taux américains sont à zéro. Enfin, ils ont fait un mouvement de détente puis de retention, mais au bout du compte, si vous regardez le 10 ans, il n'a pas bougé. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose. Je pense que les particuliers américains ont été dopés depuis des années à l'habitude que ça soit des surperformeurs. Je pense que le réflexe d'investisseur, il est toujours là. C'est-à-dire de dire, sur une phase de baisse, il faut que j'achète du Microsoft, il faut que j'achète de l'Apple, parce que c'est des choses qui, historiquement, ont été merveilleuses dans mon portefeuille. Donc j'ai envie, il y a ce souvenir du succès de ces entreprises. Oui, il y a un biais de confirmation. Exactement. Est-ce qu'il faut arbitrer les États-Unis en faveur de l'Europe ou réciproquement ? Moi, je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un côté croissance qui est beaucoup plus visible dans la cote américaine, un côté plus value et plus industriel qui, moi, me va bien en plus sur les thématiques de socialement responsable. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui, pour moi, me vont bien. Je me méfie, par contre, de ce qui est à la mode pour beaucoup de mes confrères, c'est-à-dire les émergents.
Moi, pour le moment, je regarde ça de. Ça a rendu un peu quand même la Chine. Oui, mais je reste toujours sceptique sur le sujet. Je pense qu'on sera déçu par la croissance chinoise. Donc moi, je reste à l'écart et je préfère le jouer de façon. Non, mais sur l'Europe, c'est intéressant parce que ce qui faisait finalement que personne voulait de l'Europe, c'est value, mais c'est un value trap. Ils partent dans l'ISR et l'ESG, ils sont en train de se mettre des boulets aux pieds. Enfin, c'est ce qu'on entendait il y a encore 6, 9, 12 mois. Voilà. Ça devient aujourd'hui des atouts. Oui, il y a un gros biais bancaire dans la cote européenne qui est très très favorisé par la remontée des taux. Ouais. J'attends de voir dans une phase, d'accalmie, de voir comment ça va se comporter. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie industrielle, donc la contribution à la défense, la contribution à la santé, la contribution à la transition énergétique. Sur ces points-là, je trouve que l'Europe a des vraies qualités à mettre en valeur. Ensuite, est-ce qu'on saura le faire correctement? Ça, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le biais bancaire nous aide pas mal. Ouais. Ben, c'est vrai que les banques sont très bien orientées aujourd'hui encore. L'Europe, c'est un moment, un tournant clé pour l'intérêt des marchés boursiers européens. Alors, pour nous, Européens, on s'intéresse forcément à nos marchés, mais pour des investisseurs plus globaux, qui n'ont pas forcément vu l'Europe comme un refuge depuis 10 ou 15 ans. Alexandre, est-ce que les choses évoluent? Je ne sais pas s'il y a un vrai retournement de tendance sur le marché européen, même si on voit une surperformance depuis quelques mois. Je voulais quand même revenir sur, si je devais faire consensus entre pas d'US et un peu d'US, en fait, pourquoi je serais aujourd'hui sous-pondéré sur les US? Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que la Fed a encore beaucoup de travail à faire, contrairement à ce qu'elle nous dit. L'inflation est beaucoup plus diffuse. Elle n'a pas les mêmes raisons qu'en Europe. En Europe, elle part des prix de l'énergie. C'est un one-off qui est en train de se diffuser doucement à l'économie, mais c'est supportable. L'inflation salariale aux États-Unis, elle est beaucoup plus importante. Les risques d'effet de second tour sont là. Donc, à mon sens, la Fed n'a pas encore compris à quel point elle devait aller loin. Et ça, c'est le premier risque. Le second risque, c'est plus sur le marché, mais Valérie me corrigera probablement si je me trompe. Il me semble que 40% du volume quotidien, c'est le retail. Donc, aux États-Unis? Aux États-Unis. Ouais. Ça, je sais pas. Donc B2C et partie. Donc, certes, ce sont des investisseurs qui ont eu l'habitude d'investir, etc. La capitulation du retail, c'est imprévisible, mais c'est pas à négliger comme risque. Donc là, j'ai tendance à me dire, bon, si effectivement la Fed remonte très très fort les taux, que l'inflation est en fait plus élevée qu'attendue, qu'on a du mal à consommer, qu'on a du mal à investir, que l'activité ralentit, peut-être que ces investisseurs-là vont sortir un peu aussi. Donc, à court terme, j'aurais tendance à être sous-pondéré aux États-Unis. C'est beaucoup moins le cas. On a un marché beaucoup moins bruyant finalement en Europe, avec des flux qui ont été sortants pendant longtemps et qui reviennent petit à petit. Et rien que ça, ça redonne du souffle à ce marché. Donc de ce point de vue-là, la surpondération de réaiguiller une partie de nos investissements US vers des investissements européens me paraît plutôt opportun. En termes de flux, 5 milliards à peu près de collecte sur l'Europe, 25 milliards de collecte sur les émergents et de la décollecte sur les US depuis le début de l'année. D'accord. Et ça fait un bon moment qu'on n'avait pas eu de collecte. Si je pouvais juste rajouter une chose en termes d'intérêt pour moi sur les US, c'est aussi le fait que beaucoup de valeurs l'année dernière ont été extrêmement pénalisées par un dollar qui a été super fort. On est revenu sur des niveaux de 1,06, quelque chose comme ça à l'heure actuelle. Ça sera plus un vent contraire pour, a priori en tout cas, pour les publications des entreprises américaines. Donc je pense que ça c'est quand même un atout qu'il ne faut pas oublier sur le fait que c'est pas si mal de rejouer de nouveau un peu les US dans les allocations. On pourra reparler du dollar, mais juste Alexandre, encore un mot là sur la Fed, c'est intéressant parce que vous dites en gros, c'est pas juste une histoire de 25 points de base prêt pour le taux terminal de la Fed. Enfin, le risque existe toujours que peut-être même le meeting de mars soit à nouveau une discussion sur est-ce qu'il faut pas refaire 50. Alors, oui, la discussion elle a commencé. Néanmoins, sur les 2 prochains chiffres d'inflation, on a quand même des effets de base qui sont favorables. Ouais. Donc on devrait avoir une inflation un petit peu sous les attentes. Mais bon, à chaque fois, ça se joue à 0,1, 0,2. De toute façon, on est autour de 5 d'inflation. Donc le débat n'est pas spécialement là. Ce que le marché a eu du mal à comprendre et commence à comprendre, au moins en Europe, c'est le higher for longer. Ouais.
On n'est plus à je suis à mon pic de cycle de hausse de taux, j'attends 6 mois et je rebaisse les taux. Ouais. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur des taux qui vont être durablement plus hauts. Et donc ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans s'il faut. Et en fonction, et c'est là où les banques centrales sont data dependent, en fonction d'une inflation qui repartirait, elle n'hésiterait pas à refaire 25 points de base, 50 points de base s'il faut. Donc on aura quelque chose de peut-être moins régulier que ce qu'on a l'habitude de voir. Le marché a commencé à se mettre un peu au diapason quand même de ce schéma higher for longer. Là, dans le repricing obligataire, il y a cette idée qu'on intègre que les banques centrales, Fed et BCE, ne vont pas rebaisser immédiatement les taux au cours de la deuxième partie d'année 2023. Alors, totalement pour le marché obligataire, oui. Donc c'est déjà une étape de fait de ce point de vue-là. Sur le marché action, en revanche, il reste peut-être un peu de contraction de multiples. C'est pour ça que je ne vais pas aujourd'hui sur les valeurs qui me paraissent trop chèrement valorisées. Ouais. Donc oui, effectivement, il reste ce risque-là. Et puis même sur, je vous dis, même sur l'obligataire, peut-être que c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais qu'en fait les taux directeurs vont plus haut, que le quantitative tightening, qui n'est qu'évoqué finalement dans les discours en ce moment, va aller plus vite à un moment donné. Et donc là, les taux, ils vont refaire un gap haussier. Bon, prochaines réunions du mois de mars vont être intéressantes avec effectivement ce phénomène de désinflation, alors qui a beaucoup surpris positivement pendant plusieurs mois et puis qui a, semble-t-il, un peu calé en début d'année. On aura d'ailleurs les estimations d'inflation en zone euro pour le mois de février avec le chiffre global qui sera publié pour l'ensemble de l'eurozone ce jeudi. Valérie, sur le dollar... Bon, on peut constater un petit mouvement de correction quand même de la baisse du dollar depuis quelques jours, quelques semaines. Donc un dollar qui est remonté. Oui, voilà, correction de la baisse, oui. Oui, non, mais parce que l'euro-dollar, le dollar parce que le dollar s'est mis à baisser, On était à 0,95 parité euro-dollar, je ne sais plus, octobre. Ah oui, ça c'était autour des points bas. Oui, on est remonté violemment jusqu'à peut-être 1,09, j'ai plus tout à fait 1,10 même, voilà, quasiment. Et puis là, il y a un petit mouvement quand même de retour positif pour le dollar. Donc oui, c'est ce qu'on a eu. Moi, je pense que là, ça devrait s'arrêter assez brièvement. Pour moi, on a... Donc le rebond du dollar va s'arrêter selon vous, là? C'est ce que vous dites? Le dollar devrait rebaisser, oui. Oui, d'accord. Je pense qu'on est plutôt dans un cycle à long terme qui est porteur pour l'euro. Mais je n'ai pas encore les preuves, mais c'est ce que je pense. Voilà, je précise que c'est subjectif et ce n'est pas encore complètement validé. Mais c'est plutôt les positions que je suggère à chaque fois qu'on revient, notamment sur les cours sur lesquels on est actuellement. Je pense que c'est un bon niveau pour favoriser des positions long euro, short dollar. Et je voulais juste ajouter que sur les marchés de taux, je ne travaille pas sur les marchés de taux peut-être autant que vous, mais moi, il y a quand même des choses que je trouve qui ne collent pas trop dans Un, c'est que l'inversion de la courbe des taux est spectaculaire, pour ainsi dire. Je regardais, j'avais oublié, mais sur le marché américain, on a perdu, elle s'est aplatie de 2,5 points depuis avril de l'année dernière. 2,5 points. Et plus de 1,3, un truc comme ça en Europe. Bon, 1,3 en Europe encore, c'est des proportions sur 6 mois, ça va. 2,5 aux États-Unis, c'est phénoménal. Donc, est-ce que le marché est vraiment convaincu que les taux vont rester plus hauts pour longtemps? Aujourd'hui, non. Non, voilà. Pas suffisamment. Voilà, non, c'est moi qui disais que le pricing avait quand même évolué un peu. Peut-être pas suffisamment, mais... Il a évolué un peu sur la courbe, sur les différentes maturités des euro-dollars. D'accord. Mais si on va sur les parties longues des taux, on a toujours des courbes qui sont complètement aplaties. Donc c'est un marché qui ne reflète pas encore vraiment. Parce que les anticipations d'inflation longue sont aussi très basses. Oui, elles sont aussi très très basses, bien qu'elles remontent un tout petit peu. Donc là, il y a des choses quand même qui collent pas vraiment avec ce qu'on entend dire de façon générale sur les marchés. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est quand même étonnant, c'est que, oui, en Europe, les taux sont beaucoup remontés, mais les spreads de taux, vous parliez des taux corporate, des taux, les emprunts du crédit, mais l'Espagne, le Portugal, l'Italie... On a moins de 200, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que, en fait, le spread de taux, on n'a pas fait un nouveau plus bas aujourd'hui, enfin, je ne crois pas, sur le spread de taux.
sur un an, hein, pas au niveau plus bas historique, mais on est quand même proche des niveaux les plus bas depuis un an. Donc, on a tout ça, c'est quand même de la preuve d'un certain appétit pour le risque, toujours. Voilà. Donc, le marché peut-être n'a pas bien valorisé toutes les conséquences, et les marchés obligataires devraient peut-être s'ajuster un petit peu à des niveaux économiques peut-être un petit peu plus soutenus, ou alors les marchés actions sont trop optimistes sur les niveaux économiques. En tout cas, il y a des trucs qui clochent sur les marchés obligataires. Il y a une dissonance entre ce qu'on peut lire dans les marchés obligataires et ce qu'on constate de la dynamique des marchés actions. Des niveaux cibles d'inflation qui font qu'on ne sait pas très bien où on habite sur les marchés obligataires. En même temps, si je peux répondre en 10 secondes, le quantitative tightening n'a pas vraiment commencé. En revanche, la hausse des taux directeurs, oui. Donc l'inversion de la courbe, elle est naturelle. Et contrairement à ce qu'on pense depuis toujours, en fait, le marché obligataire, il ne price pas la récession. Il price le fait que les banques centrales réussissent aujourd'hui, et c'est peut-être là où ils sont trop optimistes, réussissent leur pari de faire retomber l'inflation petit à petit vers le niveau normal. Et donc en fait, cette inversion, je ne vais pas dire qu'elle est logique, mais elle est finalement naturelle, puisque vous avez quand même un acheteur naturel de la partie longue qui reste en place et qui ne fait que remonter ses taux courts. Donc, naturellement, la courbe s'inverse. Ouais. D'où l'idée que peut-être la gestion du bilan va devenir un outil plus actif dans la normalisation monétaire pour ramener un peu de pente peut-être sur une courbe qui est trop peu pentue. Enfin, j'allais dire, pour moi, c'est le prochain mouvement des banques centrales. Ça aurait dû l'être il y a déjà un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, on est d'accord sur En fait, on est d'accord sur le fait que les marchés obligataires sont... Je ne sais pas si c'est trop optimiste ou trop pessimiste, ou je ne sais pas. Trop mais en réactif. Tout cas, la courbe est très inversée, alors qu'elle ne devrait plus l'être autant. Et ce que vous dites, Alexandre, c'est que c'est pas aussi, il n'y a pas autant d'incohérence que ce qu'on imagine entre ce qu'on voit dans le marché obligataire. Si on imagine que cette inversion de la courbe est liée à l'idée que les banques centrales vont réussir avec les hausses de taux à ramener l'inflation à l'objectif, et par rapport à ce qu'on voit sur des marchés actions qui ont été quand même tiltés très cycliques jusqu'à présent. Les deux marchés en fait sont en position, j'allais dire, attentiste sur une ligne qui est extrêmement fine sur est-ce qu'on va aller en récession, en stagflation, en soft landing, en no landing. On n'a aucune visibilité, et donc ces deux marchés-là sont un peu suspendus, aussi bien les marchés obligataires que les marchés actions finalement. Et donc voilà, on attend en fait les prochains chiffres à chaque fois. Le marché action est peut-être un peu plus porté que le marché obligataire grâce aux saisons de résultats notamment. Et puis le secteur bancaire se tient bien, alors que ça veut dire qu'il ne fait pas attention, avec une courbe des taux qui est pas du tout pontifiée, donc il ne tient pas beaucoup compte des risques de récession. C'est vrai. Vincent, comment vous tranchez l'affaire entre d'ailleurs des marchés obligataires? On m'a toujours appris historiquement, c'est quand même les marchés qu'il faut écouter quand on pense logique de long terme, inflation, croissance, etc. C'est là que ça se passe. Oui, mais on ne s'était pas tapé Covid plus guerre simultanément. Ça a déréglé trois petits trucs. Je pense que franchement, c'est compliqué. Je pense que la gestion du bilan, le quantitative tightening, pour moi, c'est vraiment clairement le prochain sujet. Alors que je pense que assez clairement, les banques vont monter encore un petit peu et elles vont bloquer les choses. Et je pense que le prochain vrai mouvement, en fait, elles vont le gérer plutôt par le quantitative tightening, et que c'est effectivement, on va se retrouver avec des taux courts qui vont se calmer. Et par contre, c'est au niveau des taux longs que ça va commencer à bouger. Et c'est là que je pense que la question du financement de long terme de certains projets immobiliers ou autres, c'est là qu'on va commencer à vraiment sentir la douleur passer éventuellement. Donc pour moi, c'est là où il faudra que les banques centrales soient d'une certaine manière agiles, subtiles sur le dosage qu'elles vont imprimer au quantitative tightening. La première partie, quand vous avez une inflation qui est à 12%, vous savez ce que vous devez faire. La deuxième partie, là par contre, c'est la partie la plus complexe. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, de mon point de vue, même si vous rajoutez 0,25 ou 0,50 sur des taux longs, c'est plus l'histoire. Pour la partie action, pour moi, c'est pas un sujet. C'est un vrai sujet pour les obligataires, mais pour les actions, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas ça qui va vous étrangler votre volonté d'aller acheter les actions. Donc pour moi, le sujet est assez clair. Le risque de défaut, il est modéré.
Donc vous allez plutôt sur la partie crédit. Si vous êtes courageux, vous allez même sur le high yield en vous disant la croissance, il n'y a pas de problème, c'est du no lending, tout va bien, donc je vais sur le high yield parce que de toute façon là je capte des vrais coupons sympathiques, donc des taux réels qui sont vraiment pour le coup agréables. Si j'ai pas envie de prendre ce risque, je dégrade le niveau avec de l'investment grade. Les États, je vois pas trop l'intérêt, ils vont avoir beaucoup de levées de capitaux à faire et la Banque centrale, le quantitative tightening, c'est les obligations des États qu'elles ont principalement dans leur bilan. Donc c'est les obligations des États qui risquent de souffrir. Donc pour moi, il faut être sur le crédit et sur les actions si vous croyez que la croissance va reprendre, ce qui est mon cas. Un mot pour finir avec vous, Vincent, sur les émergents et même la Chine spécifiquement. Est-ce que le rebond violent, là aussi, des actions chinoises qu'on a vu en fin d'année dernière, est-ce qu'il est en train de faire un peu pchit depuis le début de l'année ? Il y a beaucoup de collectes. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il y a énormément de collectes sur la Chine, de façon spécifique. Il y a 30 milliards de collectes sur la Chine depuis le début de l'année, et ça ne se voit pas sur les cours. Ou en tout cas très très peu. Et que vous regardiez la Chine domestique ou extérieure, c'est pareil. Personnellement, moi j'ai du mal à... C'est un mois négatif, février, c'est un mois négatif pour les actions chinoises. Là. Moi j'ai du mal à oublier qu'on s'est posé des problématiques de gouvernance à l'égard de la Chine il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a 6 mois, c'était ininvestissable. Et que brutalement ça redevienne investissable. Pour moi, c'est assez incompréhensible. Il y a un problème de manque de cohérence sur la durée de la part des investisseurs. Donc oui, pour moi... Peut-être que pour de gros investisseurs, ça ne redevient pas si investissable que ça. Moi, je pense qu'on peut jouer beaucoup de choses vis-à-vis de la Chine en le prenant par les effets de bord d'un certain nombre de multinationales qui sont implantées sur le pays. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, et Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management. Chaque lundi dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure est consacré à notre correspondance américaine. Ce quart d'heure américain et Pierre-Yves Dugas qui nous accompagne depuis le début de cette saison, correspondant américain de Bismart. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. 2 personnalités américaines qui font pour vous l'actualité. On parlera dans quelques instants politique avec Nikki Haley qui se voit à la Maison-Blanche en tant que candidate républicaine à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Il y aura toute une série d'étapes évidemment à valider d'ici là. Mais d'abord, Elon Musk qui a toujours toute sa place dans ce quart d'heure américain. Pierre-Yves, pourquoi est-ce qu'on parle d'Elon Musk avec vous cette semaine ? Elon continue de rétrécir Twitter, je le dis en souriant, mais ce n'est pas un sujet amusant, en particulier pour quelques cinquantaines de personnes qui, au cours du week-end, ont perdu leur emploi, qui travaillaient pour Twitter et qui ont reçu un dernier email de leur employeur en disant que ce n'était pas la peine qu'ils aillent travailler lundi matin. Rappel de la saison 2, lorsque Elon Musk a racheté formellement Twitter, c'était fin octobre dernier, l'entreprise de San Francisco comptait à peu près 8000 employés. Aujourd'hui, elle en compte moins de 2000. Donc un gros rétrécissement qui s'accompagne de pleurs et de grincements de dents et de vives critiques, mais qui pour le moment n'affecte nullement la détermination de Elon Musk de rétablir si ce n'est la profitabilité, en tout cas d'éviter que la société continue d'accumuler des pertes, puisque c'était une société quand même qui gagnait de l'argent une fois toutes les années bissextiles et qui, au moment où Elon Musk en a pris le contrôle, générait à peu près 4 millions de dollars de pertes tous les jours. L'objectif maintenant de Elon Musk est de ramener à la fin de l'année 0 perte en termes de cash flow pour l'année, mais sur la base d'un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars seulement. On se souvient qu'en 2021, Twitter avait quand même un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars. Que s'est-il passé entre-temps ? Chute générale de la publicité numérique qui affecte toutes les sociétés qui dépendent de la publicité numérique, y compris les plus belles et les plus riches d'entre elles, Facebook et Google. Et puis aussi quelques clients qui, dans la tourmente, ont décidé
d'attendre un petit peu avant de placer des publicités numériques sur la plateforme de Twitter, notamment au vu des critiques que l'on adresse à Elon Musk sur sa manière de faire des économies, sur la manière de filtrer le fake news et les autres conversations à tendance entre guillemets douteuse que les tweetos peuvent avoir. Bon, et puis l'autre actualité concernant Elon Musk, c'est la manière dont il joue le jeu des aides publiques de l'administration Biden. On sait qu'Elon Musk n'est pas un grand démocrate, il est plutôt dans le camp des républicains sur le plan politique. Néanmoins, il veut quand même pouvoir profiter justement de ce jeu d'aide publique très importante qui est mis en place par l'administration Biden. Et Elon Musk est un libertarien, mais c'est aussi un pragmatique. Et il a décidé d'aller à la soupe. Et alors là, pour le coup, il s'agit de Tesla, qui n'est pas une société qui lui appartient complètement. C'est une société cotée en bourse, donc il a des responsabilités à l'égard des autres actionnaires. Et après avoir pris en 2021 une position de principe d'opposition radicale à l'intervention de fonds publics, c'est-à-dire de fonds fédéraux, pour subventionner notamment l'électrification et la construction un peu partout aux États-Unis, le long des routes et des autoroutes de stations de recharge. Finalement, Elon Musk s'est converti. Il est pour parce qu'il s'aperçoit qu'il peut pouvoir faire deux choses. D'abord, il va bénéficier de subventions fédérales pour étendre son réseau, un réseau qui est considérable et qui est largement considéré comme le réseau le plus fiable de tous les réseaux existants en matière de recharge automobile. Il y a plus de 18 000 stations un peu partout aux États-Unis. Et aussi, il va ouvrir ce réseau aux autres conducteurs de véhicules électriques qui ne sont pas de marque Tesla. Et ce faisant, il devient éligible aux subventions fédérales. Donc, une action pragmatique de la part de Elon Musk qui certainement va servir les intérêts à moyen et à court terme des actionnaires de Tesla qui en avaient bien besoin, mais qui quand même a bien rebondi depuis le début de l'année. Ouais, effectivement, un Tesla qui fait partie des valeurs stars depuis le 1er janvier en termes de performance sur le marché américain. Pierre-Yves, la politique évidemment, et on va très vite revenir dans une séquence politique intense et dure aux États-Unis dans la perspective des élections présidentielles et des investitures et démocrates et républicaines qu'il va falloir attribuer. À ce titre, le monde va découvrir, on la connaît déjà, Nikki Haley qui veut être la candidate républicaine pour ces prochaines élections présidentielles. Ah oui, il faut absolument qu'on parle de Nikki Haley, c'est important parce que c'est la nouvelle femme à abattre pour les démocrates. J'étais sur le point de dire pour la presse démocrate, mais j'aurais fait un pléonasme. Juste un petit mot tout de même de Joe Biden. Il n'a pas annoncé officiellement qu'il allait se représenter, mais sa femme nous a clairement laissé entendre que Joe Biden avait l'intention de se représenter. Quant à Joe Biden lui-même, il a dit qu'il avait l'intention de se présenter. Donc sur le fond, on sait qu'il va se représenter, mais il n'a peut-être pas politiquement intérêt à nous annoncer tout de suite qu'il va le faire. En tout cas, Nikki Haley, elle, a franchi le pas, 51 ans, ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous l'administration Trump. C'était donc quelqu'un qui a su travailler avec Donald Trump sans se disputer avec lui, ce qui suppose une grande capacité d'absorption de colère et de soubresaut nerveux. Nikki Haley qui aimerait bien briguer l'investiture de son parti, le Parti républicain, et qui naturellement est immédiatement critiqué par tout ce que la presse démocrate compte de personnalités éprises de la promotion du wokisme et du multiculturalisme, parce que Nikki Haley, c'est quelque chose qui est inadmissible quand on est woke, parce que c'est une femme et elle est beaucoup moins blanche que vous, Grégoire, et c'est une fille d'immigrants du Punjab, province indienne. C'est quelqu'un qui est à droite, mais qui ne verse pas dans le populisme le plus cru. C'est donc quelqu'un qui se démarque de Trump en essayant pour le moment de ne pas se mettre à dos les électeurs de Trump, car c'est
le grand problème de toute personne qui sort du bois dans le camp républicain. Donald Trump, pour le moment, reste la personnalité la plus populaire au sein du pool électoral de gens qui ont l'intention de voter républicain. Le problème de Nikki Haley, il est double. D'abord, elle avec justesse, elle met en avant le fait qu'elle a 51 ans et qu'elle est donc beaucoup plus jeune que Joe Biden, qui en a plus de 80 maintenant. Et Donald Trump au passage. Elle est également plus jeune que Donald Trump au passage. Elle est beaucoup plus jeune que Donald Trump, absolument. Seulement, elle est plus âgée que Ron DeSantis. Ron DeSantis, qui a 48 ans. Et qui est le gouverneur en place de l'État de Floride, qui est un État bien plus grand en termes de taille, de richesse et de population, et qui est un État également où la Constitution donne beaucoup plus de pouvoir au gouverneur que la Constitution de Caroline du Sud n'en donne au gouverneur de Caroline du Sud. Et Ron DeSantis est pour le moment le favori des experts. Ça n'empêche pas Nikki Haley de faire peur parce qu'elle coche un certain nombre de cases qui, a priori, sont favorables à tout ce qui est candidat démocrate. C'est une femme, elle n'est pas blanche, et elle sait très bien s'exprimer, et elle a des opinions très argumentées sur un certain nombre de sujets. Tenez, sur le sujet de l'âge, précisément, elle dit qu'au-delà de 70-75 ans, il faudrait faire passer un test aux candidats par la Maison-Blanche. Suivez mon regard. Un test d'aptitude, c'est ça. Elle est plutôt par ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, la question, alors je crois que ça a été le débat avec un anchorman vedette de CNN. Vous citiez l'âge de Ron DeSantis, 48 ans, Nikki Haley qui a 51 ans, 3 ans de différence. Est-ce que ça fait vraiment beaucoup de différence? Est-ce qu'une femme est encore au top à 51 ans? C'est la question visiblement qui a animé le débat public américain ces derniers jours, Pierre-Yves. Oui, je crois que Don Lemon, puisqu'il s'agit de lui, le nouvel animateur qui est censé faire les beaux jours de la matinale de CNN et qui pour le moment n'y arrive pas, Don Lemon a commis une erreur monstrueuse en répétant à plusieurs reprises et en entrant dans une discussion avec ses collègues femmes sur le plateau pour tenter de justifier le fait qu'il ait dit Nikki Haley is not in her prime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle n'est plus une jeune première, elle n'est plus... de première jeunesse, comme on dirait. Presque dire, elle est ménopausée, vous voyez. Alors, il y a des choses qu'il ne faut certainement pas dire et qu'il ne faut même pas penser, parce que si on pense à 51 ans qu'on est foutu et qu'on n'a pas le droit de se présenter à la Maison-Blanche, alors là, franchement, on peut se poser des questions sur l'état d'esprit de Don Lemon. Don Lemon qui s'est fait rappeler à l'ordre sévèrement par Chris Licht, le nouveau patron de CNN, qui avait beaucoup misé sur Don Lemon pour réveiller l'audience de CNN le matin. Et à mon avis, Don Lemon ne va pas rester longtemps à CNN dans les circonstances actuelles. C'est une énorme bourde parce qu'il a réussi à se mettre à dos, bien sûr, tous les partisans de Nikki Haley, mais ça, CNN... Oui. Ça n'attache pas beaucoup d'importance aux républicains. Il a réussi à se mettre à dos, d'abord, tous ceux qui pensent qu'il ne faut pas mépriser les gens qui ont plus de 51 ans, et en particulier porter une opinion sur une femme qui a plus de 51 ans dans ces termes-là, c'est tout ce qu'il y a de plus sexiste et ridicule. Et ça n'a pas sa place ni sur CNN, ni même sur Fox News. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain pour vous faire vivre la vie des affaires et la vie politique américaine. Deux sujets importants évidemment pour les marchés, pour les investisseurs. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Bismart qui était avec nous en visioconférence, à retrouver en rediffusion à 20h45 et ce quart d'heure américain est disponible évidemment chaque semaine en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.